Bonjour, je vous propose la première séance du blog de Praxagora pour continuer les cours d'une autre manière. Donc je propose pour cette vidéo de faire un corrigé d'un des sujets qui a été donné précédemment. Donc c'est une citation de Victor Hugo et cette citation dit la chose suivante. Donc c'est Victor Hugo qui s'exprime en 1848. Le suffrage universel, en donnant un bulletin à ceux qui souffrent, leur ôte le fusil. Le suffrage universel, continue ce grand homme, à la fois écrivain et homme politique de son temps, le suffrage universel dit à tous, et je ne connais pas de plus admirable formule de la paix publique, soyez tranquilles, vous êtes souverains. Alors, comment il fallait envisager ce sujet? Eh bien, pour l'introduction, ce qu'il fallait faire, c'est avant tout faire une accroche plutôt historique, parce que ça s'y prêtait parfaitement. Donc on pouvait faire le lien entre la Révolution française, 1789, la Terreur, 1793, et la démocratie, la naissance douloureuse de la démocratie en France, la difficulté à clore le cycle des révolutions, ce dont témoigne Tocqueville lui aussi. Et finalement, le suffrage universel peut paraître comme un moyen d'apaisement généralisé. Il a déjà été proposé par les révolutionnaires et ensuite, avec des basculements, il est reproposé ici par Victor Hugo pour faire une alternative au suffrage censitaire, parce que le suffrage censitaire, qui ne privilégie que les plus riches, exclut des urnes les votes des plus pauvres et de ceux qui font des agitations du coup dans la rue. Donc Victor Hugo, non sans ironie, souligne que le suffrage universel donnerait un bulletin à ceux qui souffrent. Ceux qui souffrent ici, ce sont les pauvres, donc les minorités défavorisées. Elle leur ôte le fusil, peut-être parce qu'on peut penser au mouvement, la prise de la Bastille, etc., et toutes les barricades, puisque 1848 n'est pas exempt de barricades comme 1830, les Trois Glorieuses, etc. Donc il fait preuve d'ironie parce que finalement il s'adresse aux gens à l'Assemblée dans son discours subtil pour leur proposer le suffrage universel comme une alternative à la Révolution. En gros, ce serait la démocratie avec le suffrage universel, ce serait une alternative à l'anarchie dans la rue. Et donc, il y a une ironie parce qu'il dit « Soyez tranquille, vous êtes souverain ». Bien sûr, on sent que le peuple, ce serait un moyen de le ramener à la raison. Mais on peut aussi se demander s'il n'y a pas une raison à la prise de pouvoir par une certaine violence par les révolutionnaires. Et s'il ne s'agirait pas d'une ruse pour ôter tout pouvoir au petit peuple en promettant d'écouter les urnes. D'où finalement une problématique qui naît pour répondre à cette proposition de Victor Hugo selon laquelle le suffrage universel permettrait au peuple d'être souverain et permettrait la paix civile. On peut se demander si le suffrage universel est une condition nécessaire ou une condition nécessaire et suffisante pour garantir à la fois la souveraineté du peuple d'une part et par conséquent la paix sociale. Donc la question est de savoir aussi si la démocratie est plutôt un régime politique, à savoir si la démocratie repose sur des institutions et des dispositifs tels que le vote, ou si elle repose sur un état social, c'est-à-dire si elle nécessite un état d'esprit démocratique de la part du peuple, mais aussi une éthique de la part des représentants. Et donc, il va s'agir l'enjeu, ce sera aussi de redéfinir la démocratie à travers ce zoom sur la question des élections. Est-ce que la démocratie peut se contenter de ce cadre que sont les élections, ou est-ce qu'il faut aussi autre chose pour remplir ce cadre, si on peut dire? Dans une première partie, ce qu'on pouvait défendre donc avec Victor Hugo, c'était la thèse selon laquelle le suffrage universel garantit bien la souveraineté du peuple et garantit bien une certaine paix civile. Alors comment pouvait-on démontrer cela? Il faut reprendre chaque point de cette thèse. Petit a, les suffrages universels garantissent bien la souveraineté du peuple. En effet, par contraste avec des monarchies qui sont très pyramidales ou des aristocraties également qui reposent sur une hiérarchie sociale, le suffrage universel garantit qu'à chaque personne est accordée une voix d'un poids égal.
Et c'est cette égalité des conditions qui fait que le peuple est à la fois gouvernant et gouverné, et qu'on se retrouve dans une situation où le peuple est à la fois celui pour lequel le gouvernement est fait et celui par lequel le gouvernement est fait. Si on reprend la phrase d'Abraham Lincoln, la démocratie comme gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc on peut rappeler ici, si on veut donner des exemples dans nos œuvres à travers les comédies d'Aristophane, ce qu'on voit, c'est à travers en fait les rires et les plaisanteries, on voit le dispositif démocratique mis en place. Non seulement l'ecclésia et la boulet où se tiennent des élections à main levée, mais aussi l'amphithéâtre qui apparaît comme le lieu où tout le monde a voix au chapitre, ne serait-ce aussi que pour voter pour la meilleure des pièces. Donc l'isonomie rappelait cette égalité face aux lois, tout le monde doit faire la même chose une fois que c'est décidé. Donc c'est ce qu'on voit dans l'Assemblée des femmes où certains sont contraints par les autres à obéir au vote. L'iségoria, l'égalité du temps de parole, on voit que dans l'Assemblée des femmes, on a diverses personnes qui prennent la parole, Évéon, etc., d'autres. Chacun a voix au chapitre et un temps de parole égal pour argumenter. Et l'isocrateia, c'est-à-dire que normalement, chacun peut accéder aux fonctions. Et donc que ce soit dans le cadre d'une démocratie directe comme dans l'Antiquité, mais on voit qu'il y avait aussi élection des représentants dans les cavaliers, ou dans une démocratie indirecte représentative, on voit que les élections sont un moyen pour chaque parti de se faire entendre à égalité. Dans le complot contre l'Amérique, les élections qui ouvrent le livre sont bien sûr cruciales, donc avec des discours qui s'opposent les uns aux autres, celui de Roosevelt d'un côté, démocrate, et celui America First de Lindbergh. Chacun peut être entendu sur les ondes, ainsi que Winchell ensuite qui va être l'opposant principal à Lindbergh. Dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville rappelle la beauté de cette foi dans les institutions qu'il voit aux États-Unis, la confiance que les gens placent dans cette égalité des conditions pour finalement tous profiter d'une société sans inégalité, sans privilèges, l'abolition des privilèges, dans le symbole finalement de ces élections. Et donc cela garantit, petit b, la paix civique. Le suffrage universel par ricochet garantit la paix, puisqu'on voit bien que la guerre principale, c'est pas la guerre contre les autres pays, c'est la guerre intestine, la guerre civile qui ronge un peuple. Quand un peuple va aux urnes, il est uni, même s'il y a un pluripartisme, et même, on va dire, grâce au pluripartisme, chacun pouvant être entendu, il n'y a pas lieu de se faire la guerre. Donc, dans De la démocratie en Amérique, Tocqueville admire les mœurs douces des Américains. Il dit que par ricochet, les souverains, les représentants du peuple n'en sont que plus doux. Donc, il y a un effet d'harmonisation, de douceur de vivre, une sorte d'amour de la tranquillité dont il va aussi se moquer en quelque sorte parce qu'elle va conduire à des formes de despotisme, mais il apprécie tout de même que tout le monde soit au travail, que tout le monde ait l'impression d'être à égalité. Et c'est en partie grâce aux élections. Dans le complot contre l'Amérique, on peut dire que l'élection de Lindbergh va conduire les Juifs dans la rue, donc ils vont tous être aux aguets de cette nouvelle élection, après cette nouvelle élection, mais ils ne renversent pas Lindbergh, ils ne tuent pas Lindbergh, ils s'en remettent au vote, donc il y a une forme d'apaisement réciproque entre la majorité et les minorités qui ne sont pas représentées dans ce vote. Et dans un premier temps, on peut penser que les institutions sont sauvegardées. C'est ce que pense Herman, en tout cas dans le début du livre, où il est convaincu que la force de l'Amérique, c'est la force dans les institutions. Dans l'Assemblée des femmes, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'argumentation se développer. Donc le moyen de gagner les élections, c'est d'argumenter, c'est de créer un programme cohérent, qu'on puisse défendre point par point. Blépiros dit même « tu expliques très bien » à sa femme, même s'il est complètement bené, et qu'il ne comprend rien à rien. Et donc, il y a une forme de rationalité dans l'agone organisée pour le vote. Cette agone, c'est bien sûr un combat, un conflit, il y a du pluralisme, il y a du pluripartisme, mais d'un autre côté, c'est un pluralisme organisé. C'est ce que Raymond Aron appelle une concurrence pacifique organisée avec des moyens rationnels.
Donc c'est sur le papier, en tout cas, ce que promet le suffrage universel. Donc là, on pourrait quand même faire une transition parce que finalement, cet agone, on voit, demeure une possibilité d'un lieu de conflit. Et donc on peut se demander s'il ne va pas y avoir toujours un glissement entre le conflit entre arguments ou entre parties qui doit demeurer rationnel, vers un conflit ad hominem, c'est-à-dire des arguments ad hominem, c'est-à-dire des arguments dirigés contre les personnes. Et finalement, si la violence verbale qui va se dégager peut également être source d'humiliation, de souffrance, etc. Donc, étant donné que le peuple, il y aura toujours plusieurs parties qui vont le diviser, est-ce qu'on ne va pas avoir des conflits entre majorité et minorité toujours? Une tyrannie de la majorité qui va s'exercer et qui va faire que certains n'ont jamais voix au chapitre. C'est ce qui transparaît, en tout cas à travers nos livres, soit qu'il s'agisse des femmes dans l'Assemblée des femmes qui revendiquent de pouvoir voter, qu'il s'agisse des minorités juives qui ne se voient pas écoutées, qui se voient humiliées, dispersées, assimilées entre guillemets, mais avec une forme de violence. Donc finalement, il y a toujours un risque autour du moment justement des élections, que se passe quelque chose. Alors donc, dans la deuxième partie, ce qu'on pourrait défendre, c'est, pour nuancer le propos de Victor Hugo, c'est que le suffrage universel ne suffit pas à garantir la souveraineté du peuple et ne suffit pas à garantir la paix civile. Donc c'est une condition, mais pas une condition, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Alors, petit a, on peut dire que le suffrage universel ne garantit pas la souveraineté du peuple, contrairement à ce qu'on pourrait croire. D'une part, alors là il y aura trois arguments. D'une part parce qu'il peut y avoir une malhonnêteté des dirigeants, donc ils vont jouer sur un double discours, user de la langue de bois, faire des promesses de lendemain qui chantent qui ne viendront jamais. Donc dans les cavaliers, on a cette illustration d'une manipulation suprême par les prétendants à la représentation du peuple, que ce soit les Paphlagoniens ou les charcutiers qui surenchérissent en populisme, en démagogie, etc. Leur duel d'insultes est une foire d'empoigne plutôt qu'un agone rationnel. Ils instrumentalisent la religion et pire, ils instrumentalisent la guerre. C'est ce que l'on voit dans le passage où, après la parabase, le charcutier revient tout heureux d'avoir corrompu la boulet et d'avoir distrait du vote rationnel les bouleutes en promettant des emplois moins chers en temps de guerre. Et il dit que pour une obole, il a gagné le vote. En fait, il a corrompu le vote pour une obole de coriandre. Donc, on voit bien que là, il y a une corruption possible lors du vote. D'autre part, il peut y avoir du côté du peuple également un endormissement, ce qu'on voit dans les cavaliers avec la figure du démos qui apparaît comme un vieillard. De la démocratie en Amérique, c'est exactement ce raisonnement qui est fait, d'un despotisme doux qui peut s'installer, une forme de paternalisme presque attendu par le peuple, comme des moutons attendraient un berger. Donc on a cette métaphore pastorale, qui a pour conséquence la centralisation du pouvoir. On peut dire qu'il y a aussi la présidentialisation, c'est-à-dire que tout se concentre sur des figures qui deviennent des héros charismatiques, et on se retrouve avec une foule qui a sympathie pour son chef, qui fusionne avec elle. Mais cette sympathie, Tocqueville, avec ironie, souligne qu'elle peut être dangereuse, parce qu'elle peut signer un repli sur la sphère privée dès lors que les élections sont passées, et puis finalement on s'en remet au peuple, aux représentants du peuple, pour tout le quotidien, qui est donc les dirigeants se retrouvent à gérer en détail la vie des citoyens, qui eux-mêmes renforcent ce cercle infernal en questionnant les gouvernants pour chaque petite affaire de la vie, et l'extension du pouvoir en résulte. Donc finalement, ce n'est pas parce que le peuple vote qu'il est libre pour autant. Et donc les élections peuvent être